Bienvenue, bienvenue tout le monde. On va donner juste une seconde en attendant que les gens se joignent. Désolé pour le petit délai de départ. On apprécie énormément que vous soyez avec nous aujourd'hui notre, pour notre réunion de pré-sommet et surtout spécifique le rouge jus rédicible dans les soins de santé au Canada, y compris les Premières Nations, les Inuits et les métiers. Je suis Leah Stevenson et je suis basée à Toronto, qui ont les terrains non cédés des Wendat, des Haudenosaunee à Toronto, et maintenant le chez-soi de plusieurs Premières Nations inuites et les métiers à travers l'île de la Tortue. Et je suis reconnaissante de pouvoir vivre, travailler et vivre dans ces territoires. Ça prend beaucoup, beaucoup de gens et d'organisations pour préparer un événement comme ça au webinaire qui est le sommet. Et le sommet va se préparer le lundi prochain. Et je veux remercier les partenaires, remercier les commanditaires, les comités de sommet aussi, les commanditaires, parce que sans eux, il n'y a pas rien qui va se passer. Janssen, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi, Amgen, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca et Novartis. Il n'y a rien qui se passe sans vous. Et aussi, remerciements spéciaux pour les trois groupes de travail et leurs membres, et aussi pour les opportunités entre ces événements. Nous essayons toujours d'améliorer les soins de ces ensembles en se basant sur ce que nous apprenons à ce sommet. Merci, le comité d'organisation d'Israël, Sharon, Louise, Antonella, Chantel, Kathy, Stellar, Sylvia, et moi aussi, je vais me donner une petite remerciement. Il y a beaucoup d'efforts qui se sont posés à travers l'année et c'est beau de voir que tous ces remerciements à tous les membres des trois groupes de travail et leurs présidents pour les efforts entre les événements. Et remercier à l'interprète francophone Sana aussi et à notre soutien technique Lance Lee. Un peu d'affaires administratives tout au long du webinaire. Les participants seront mis en mode sourdine et les vidéos sont désactivées car nous enregistrerons tout au long du webinaire. Les participants seront mis en sourdine, les vidéos seront désactivées car nous enregistrons cette session est enregistrée en anglais et en français si vous voulez réécouter plus tard. Et aussi, vous pouvez voir les webinaires. Pour écouter en français, veuillez sélectionner le bouton affichant le mot interprétation en bas de l'écran, puis choisir français. Si vous avez une question, vous pouvez cliquer sur le chat, le clavardage en bas de l'écran. Saisissez votre question, appuyez sur Enter. Et aussi pour des difficultés techniques, contactez Leslie via la fonction chat. Maintenant, j'ai le plaisir. Je veux encourager tout le monde à partager les idées qui vous inspirent à travers vos médias sociaux. Utilisez l'un des hashtags pour faire savoir que vous participez à la conversation en ligne. Ça, hashtag Patient Redefining Healthcare, hashtag Patient Summit 2023, hashtag Patient Redefining HC 2023. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux co-présentatrices d'aujourd'hui. Louise Bindel est avocate, défenseuse de la politique de santé, consultée en politique de santé pour la fondation Save Your Skin. Et Kakora est la première infirmière indigène navigatrice de l'hôpital pour le programme de cancérologie autochtone au cours de ses 25 années de carrière interne. Elle a principalement travaillé dans le nord du Québec et Nunavut. À vous, Louise. Merci, merci. Ma première diapo, c'était des dessins animés et qui dit allons de l'autre côté et la citation, c'est que si vous ne savez pas où vous allez, c'est des symboles
qui serait une représentation parce que, les ins les c'est très important de voir que, comme vous le savez, les escargots, ça bouge très doucement. Mais il faut avoir une carte de route, parce que vous pouvez voir, est-ce que c'est un des détours, est-ce que nous avons beaucoup de détours en cours de chemin ou nous avons sur le chemin où est-ce que avancer, où est-ce qu'on veut s'en aller et qui est des patients qui en ont besoin. Voilà, c'est ça l'histoire de ça. On va faire comme, on le fait très souvent parce que nous avons une fédération. Nous avons le gouvernement fédéral qui a des responsabilités sur les soins de santé, l'accès aux médicaments. Nous avons les provinces aussi qui ont des responsabilités aussi. Alors, je vais vous parler un petit peu de les rôles du fédéral d'abord et Caroline va parler plus tard des, des fédérales de la perspective autochtone pour nous aider à comprendre cet aspect aussi des soins de santé. Et puis, on va aller des provinces. Donc, vous avez les 3 les niveaux, vous avez le droit et les politiques publiques, et vous avez la mise en œuvre du droit et de politique publique, et après vous avez le suivi et l'évaluation du droit et de politique publique. Donc, ça fait plus facile pour moi de faire un suivi ici. Alors, regardons maintenant qui fait quoi dans la sphère publique en matière de santé. Ça, ce que je dis, c'est vraiment très complexe, comme cheminement, mais je vais pas décrire chaque année, mais je vais, parler succinctement. Donc vous pouvez voir des boîtes qui s'ajoutent à chaque année. L'année dernière, on n'avait pas l'Agence de médicaments canadienne, mais maintenant nous l'avons et on a ajouté ah, tu sais, sur notre écran, l'Agence de santé publique qui se rapporte et qui est responsable de des vaccins et que nous avons, ils sont devenus de plus en plus à l'avant des, des, des décisions. Les deux oranges, les boîtes sont c'est spécifiques aux Premières Nations. C'est ça ce que nous avons. Et parlons de, elles sont quoi? Ça prend, on m'a dit, entre 7 à 10 ans pour en fait d'avoir arrivé le médicament au point de développement. Ça, c'est beaucoup de temps. Et avec, bien sûr, ça doit aller, si vous voulez l'amener au Canada, vous avez besoin de la faire passer par les boîtes que vous avez, les cadres que vous avez ici et pour, la patente, ça, c'est les agences fédérales dont on va pas parler. Qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur réglementation et quelles sont leurs mises en œuvre, les rôles? Alors, vous allez dans la prochaine diapo, vous allez voir que le gouvernement fédéral, il y a toujours une mauvaise compréhension de rôle du gouvernement fédéral pour fournir les soins. Alors, sous la loi, il promet la loi canadienne sur la santé, ils garantissent un accès universel aux médecins et aux hôpitaux au Canada. Et bien sûr, qu'il y a beaucoup mais au moins c'est l'engagement. Et aussi, ils approuvent les essais cliniques, les traitements, les dispositifs médicaux, les médicaments en vente libre pour la vente au Canada et après la mise sur le marché, y compris le retrait de l'approbation de la vente. Il y a aussi Food and Drugs Act, c'est la loi de Vanessa pour s'assurer que les médicaments dans le marché sont sécuritaires. Et aussi, ils réglementent le prix des médicaments entrant au Canada pour s'assurer que les prix ne sont pas excessifs, pour s'assurer que c'est pas excessif. Et comment ils font ça? Si on le font à regarder le moyen du prix
pour 11 pays et il ne peut pas être plus dispendieux que ça. Bon, bien sûr, ils font la gestion de la politique de santé publique, y compris la planification des pandémies, agence du santé publique du Canada qui est devenue très prominente avec la COVID et aussi la gestion des activités auprès des compagnies d'assurance. Donc, c'est ça le droit et la politique une fois qu'on développe le médicament et qu'on l'amène au niveau du public au Canada. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, je vais passer la parole à Caroline pour parler la perspective autochtone. Bonjour tout le monde. Merci Louise pour m'avoir inclus et j'aimerais aussi reconnaître que je travaille ici à Ottawa. Je dois reconnaître les terrains ancestraux des Algonquins et je veux reconnaître que d'où je viens, Saint Paul's River du Québec, les terrains traditionnels de descendance inuit. Je ne m'auto-identifie comme autochtone. Mon titre, euh, je ne m'identifie pas comme autochtone. Je suis une infirmière depuis 2009 maintenant et je continue d'apprendre tous les jours. Je continue et s'il vous plaît, vous pouvez nous dire le NHIB, ça veut dire quoi exactement? NHB, c'est des avantages de santé non assurés, surtout pour les Inuits qui réclament la terre et l'Autochtone. Il y a une très la définition de métier est une question très controversée par de nombreux membres des Premières Nations. Alors, pour les métiers spécifiquement, autant que je sache, les seuls des métiers qui sont au programme des SSNA, c'est dans les territoires du Nord-Ouest. C'est les territoires du Nord-Ouest, le statut de Première Nation et les Inuits qui réclament leur terrain. Ça, c'est différent de règlement de politique, de programme qu'on a vu avec et certains métiers. OK, ils ont leur propre processus. C'est très complexe. On fait une présentation à Ottawa qu'on appelle Première Nation métier Inuit face à face pour démystifier et expliquer. Attends, je peux élaborer un peu plus tard. Je suis sûre que vous allez y arriver. Alors, si vous allez au prochain rôle, donc il y a la réglementation, la politique. Alors, c'est surtout au niveau de la mise en œuvre. Une des choses que le gouvernement fédéral, c'est de créer des stratégies spécifiques derrière ces stratégies. Ils ont une stratégie VIH, stratégie sur la santé mentale, une stratégie pour le cancer au niveau fédéral. Et il y a une nouvelle addition à cette liste, c'est maintenant des stratégies pan-canadiennes en matière de données sur la santé et le financement a été divulgué. Et ça, c'est nouveau. Bien sûr, ils peuvent fournir des lignes directives, mais les gens n'ont pas besoin dessus, mais ils sont à la discrétion. Alors, parlez-nous du premier, s'il vous plaît. Pour les services de santé non assurés, c'est
le montant vient du gouvernement et puis ils vont aller dans les provinces et dans les régions. Par exemple, une personne au Québec ne va pas être, alors n'aura pas la même COVID comme une personne inuite dans le Nunavik au nord du Québec. Je suis pas une extrait dans le SSNA, mais je peux partager des différences. Euh, Louise, est-ce que je peux partager le visuel? Allons à travers les rôles et puis vous allez dans les complexités, que je suis sûre, il y en aura plusieurs. Dans le rôle du fédéral de la mise, en plus de ce que nous avons des années précédentes, pour les employés, les retraités fédéraux, les militaires, la GRC, les maintenancieux fédéraux. Ils ont aussi ces avantages qui sont fournis aux personnes qu'ils décident de leur donner. C'est comme ça que maintenant, et maintenant, quelque chose de complètement différent, hein. Parlez-nous un peu des complexités que vous avez qui existent dans la mise en œuvre de services de santé non assurés, SSNA. C'est très spécifique, oui, c'est vrai ce que nous voyons de la prescription de médication sur comptoir, les soins de vue, la fourniture d'équipements médicaux. Et ça a l'air très inclusif, ça paraît très inclusif. Sur le papier, c'est magnifique, mais c'est très, très complexe et mais pas aussi facile à y avoir accès. Comme j'en parlais un peu plus tôt, le les complexités, par exemple, concernant les personnes j'ai travaillé dans une communauté qui avait le français, le français pensait moi, Magucio Ankara et Kujurapik, ou non. Dans ces communautés, la clinique est partagée par les Inuits et les Cris. Donc, à l'entrée de la clinique, vous avez un point en triangle. Et si vous êtes créé, vous allez d'un côté, vous êtes inuit, vous allez de l'autre côté. Et si vous n'êtes pas autochtone, vous pouvez choisir là où vous voulez avoir. La plupart des gens sont allés du côté du cri. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure personnel, plus de personnel. Et parce que, par exemple, pour moi, quand je suis allée à la pharmacienne, ils ont pharmacie, je dirais, c'est qui est euh, cette pharmacie pour les Cris et les Inuits. C'est une grande salle, mais ce qui est des Inuits, c'est pratiquement un petit coin. Sont tous les deux sont le NIHB, ils ont beaucoup de médications le cri et pour les ignorants, ça, un tout petit coin. Donc, ça parce que la nation crie, ils ont leur conseil d'administration sur la santé, les Inuits pour la terre, c'est très séparé. Alors, juste cette vision, vous pouvez voir que ce n'est pas une division équitable. Caroline, arrêtons là dans une minute parce que c'est ahurissant pour moi quand vous avez décrit. Je veux m'assurer que notre audience, nos participants comprennent ce que vous êtes en train de le dire. Donc, certains avantages en général sont fournis par le gouvernement fédéral pour le NIHB. Oui, alors, et certaines personnes qui bénéficient directement du gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Le financement passe à travers soit la bande, soit à travers les provinces et après les régions. Donc le gouvernement fédéral, si je comprends bien, fournit le financement pour les médicaments et il donne ce financement aux provinces. Je veux juste comprendre. Donc, dans certains cas,
La province directement fournit ses avantages médicamenteux à travers le régime de médicaments, dans certains cas. Oui, dans chacune des provinces, il y a des bandes différentes Premières Nations, et c'est pas distribué. Certaines, certaines nations sont plus fortes. Par exemple, les Cris du Québec sont très forts comme nation, avec un leadership très fort. Ils ont les avantages de l'hydroélectricité produite au Québec. Sur papier, oui. Et ça va vers le bas, mais c'est pas un processus d'égalisation. Ça, c'est le point le plus important pour que les gens comprennent. Et après, vous avez une liste ici des nations autochtones et de bandes. Je veux comprendre aussi. Et pour nous invités comprennent cette liste, et ce sont des régions qui gèrent tous leurs bénéfices, mais c'est la bande le conseil de bande qui prend la décision comment c'est distribué. Voilà, c'est vrai, c'est correct. Pour les personnes non autochtones, c'est comme votre municipalité, votre ligne. Donc, votre conseil de bande, c'est le politicien locaux. C'est comme ça, comme je peux la décrire de mon mieux. C'est pas un processus d'équalisation à travers tout le paysage. Et les décisions dans ces groupes par les conseils de bande, comment ils veulent distribuer. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. OK. Ça veut dire, il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour plusieurs conseils de bande, dépendamment des décisions qui sont prises au niveau des laboratoires. Oui, aussi la liste de NIHB, de ce qui est couvert, ce qui est ajouté, change continuellement. Une autre malentendu aussi, c'est que tout est couvert. Ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs gestionnaires de cas, il y a beaucoup de cas, des griefs, où les sections locales de NIHB pour des médicaments qui sont couverts, ne sont plus couverts, qui sont partiellement couverts. C'est pas une couverture gratuite pour tout le monde. Et ça aussi, en ce qui concerne, par exemple, le counseling sur la santé mentale, il y a des limites. C'est très similaire à quand ce que nous avons, notre avantage comme employés dans nos organisations. Il y a des limites, il y a des limitations. C'est quand on parle de NIHB. Allez-y, allez-y. Une chose, le NIHB, la division sur la santé mentale et leurs bénéfices, c'est que vous devez trouver, si vous vivez sur la réserve, si vous êtes une Première Nation, poisson Inuit, qui vit dans une région urbaine, loin de la communauté, loin de la réserve, il faut trouver un prestataire de service qui va étendre un IHP parce qu'ils sont là, par exemple, si vous ne trouvez pas prestataire, il faut payer à l'avance et après soumettre au NIHB pour la couverture, ce qui peut être un processus très long. Donc, c'est des couvertures pour les médicaments qu'il faut payer à l'avance, c'est ça ce que vous dites? Si vous vivez en dehors des réserves ou des terrains réclamés par la communauté, il faut trouver le fournisseur du service. Par exemple, le dentiste. Il y a seulement deux dentistes ici à Ottawa qui, euh, qui appliquent le NIHB, par exemple, au Nunavut.
Donc c'est très complexe et il faut faire vos recherches quand vous ne vivez pas dans la communauté. Il faut faire vos recherches, qui accepte le NIHP, qui ne l'accepte pas et il faut soumettre pour le remboursement qui peut être un processus très, très lent aussi. Et il me semble que s'il y a seulement un seul dentiste qui accepte le NIHB, donc vous allez attendre très longtemps pour avoir le service. Exactement. Vous allez attendre très, très longtemps. J'ai des patients moi-même avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à 6 à 8 mois d'attente, d'attente. Oui, ça a l'air superbe sur papier, mais pas. Alors, parlez-nous maintenant du principe de Jordan. Le principe de Jordan est un cas très, je ne peux pas parler beaucoup parce que c'est très émotionnel, parce que un enfant de 5 ans qui est décédé dans un hôpital de Winnipeg, sans pour les en attendant que les provinces et le fédéral se disputaient qui doit le prendre et à cause du principe de Jordan, le principe de Jordan, à cause de Jordan et le décès tragique parce qu'il était un jeune autochtone et les gouvernements étaient en train de se chamailler qui doit prendre les soins. Et quand vous parlez des soins de santé universelle au Canada, là, je pense que tous les prestataires de services, c'est pas universel parce que même à Ottawa, je peux pas travailler avec les Premières Nations du Québec et Makawak et des Kawenzi. Donc c'est pas universel, en fait. Essentiellement, le principe de Jardin pour tous les jeunes est un principe de priorité à l'enfant et de prise en compte des besoins utilisés dans les politiques publiques nationales pour garantir que les enfants des Premières Nations vivant dans les réseaux, hors des réseaux bénéficient d'un accès équitable à tous les services publics financés par le gouvernement. Donc ça, c'est une variété aussi. Et c'est et ça a aidé des nombreuses familles et c'est depuis que c'est actif. Je ne peux pas en parler bien parce que ayant travaillé avec des populations autochtones pendant très longtemps, c'est très c'est vraiment trop proche. Mais les gens doivent savoir ce que c'est. Alors merci de l'avoir expliqué. On entend le mot, mais on ne sait pas ce que c'est. Je dois dire, c'est essentiellement couvre ce que le NIHB ne couvre pas. Voilà, donc on comprend ça, oui. Ok, c'est bon. Si on peut, qui fait quoi? On a parlé des mises en œuvre, on a parlé des les droits pour nous, les médecins, les hôpitaux, on a parlé des spécificités des règlements et maintenant ils ont le suivi et l'évaluation qui suivent. C'est des principes pour s'assurer que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont promis, est fait. La plupart d'entre nous savons, mais ceux qui sont sortis les dernières 3 4 ans sont les accords bilatéraux que le gouvernement fédéral négocie avec les provinces pour les transferts en termes de soins de santé. Alors, quelques provinces ont déjà négocié ces accords, mais d'autres n'ont pas fait. Et ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui est négocié. L'autre chose aussi que nous, c'est la reconnaissance que les données comptent. Si vous n'êtes pas compté, vous n'êtes pas compté. Donc maintenant,
à travers l'Institut canadien d'information sur la santé. Il y a tout un système de données, de gestion de données qui développe pour travailler avec les provinces pour qu'elles soient développées. Et maintenant aussi, on connaît beaucoup plus sur la santé publique et les maladies infectieuses. Si on va à la prochaine, j'ai de réfléchir à l'avance en pensant maintenant. Il y a un engagement pour la loi sur l'assurance médicaments et une législation sur l'assurance médicaments, sur les justes canadiennes des médicaments et comme j'ai dit, plus d'accords bilatéraux avec des indicateurs mesurables. Je sais qu'il y a des accords séparés pour les autochtones, les populations autochtones. Nous avons aussi une mise en œuvre du cadre pour les maladies rares, mais on ne connaît pas trop les détails. Nous savons qu'il y a aussi une poursuite de l'expansion de l'évaluation de la gestion des technologies de la santé de la CMT, par exemple, Real World Evidence, les accords de remboursement limités dans le temps. Donc, petit à petit, on commence à voir des mouvements à ce niveau. Comme j'ai mentionné, nous avons aussi la mise en œuvre de la stratégie pan-canadienne sur les données de santé. Je pense que nous allons voir une alliance au niveau pharmaceutique pan-canadienne et qui est pour le prix et à travers les provinces, même si la province, c'est la décision finale, si ils vont le mettre en œuvre, je pense qu'on aura plus à euh, recours à quoi? À la rémunération, à la performance et aux accords de partage des risques avec l'industrie. Et nous voyons maintenant une nécessité de mieux informer le public sur le NIHP, nécessité d'améliorer l'accès des personnes. Aidez-nous, aidez-nous à comprendre quels changements et le problème potentiel pour ces populations. La bonne chose que nous voyons avec le NIHP, comme j'ai dit plus tôt, c'est d'apprendre de plus en plus. Il y a le parti même dans la population autochtone. Si vous avez une idée fausse, si vous avez une couverture personnelle, vous n'allez pas être couvert par le NIHB, ce qui est vrai. Donc, vous avez des avantages à travers l'employeur et si, à travers la pharmacie, et si la pharmacie travaille avec le NIHB, elle c'est pas couvert complètement, ça peut être sui- soumis à un NIHB et complètement couvert. Et ça fait un bon moment que ça existe. Donc, les changements qui commencent à être compris par le public. Parce que le NIHB est tellement, tellement complexe et qu'ils ont des experts qui vendent des présentations. C'est, c'est très complexe comme système pour comprendre et les choses changent constamment. Ils n'ont pas assez d'employés. On entend beaucoup ça dans les communautés autochtones concernant le manque de personnel et avec les politiques qu'ils ont sur place. Mais une des choses aussi que je dirais qu'il y a besoin de changer est l'accès, par exemple. Quand pour améliorer l'accès pour les financements d'urgence, nous avons besoin de plus d'un centre d'appel de 24 heures, particulièrement, surtout dans les communautés encore. Si vous travaillez dans une communauté autochtone, dans la réserve, vous avez accès de 24 heures au centre d'appel des centres centrés et le NIHP. C'est quoi? Mais si vous habitez dans les centres urbains, c'est là où vous rentrez dans les enjeux complexes de pas seulement les médicaments, mais aussi pour le voyage, pour le transport. Ici à Ottawa, par exemple,
nord de l'Ontario, on va dire ici, par eux-mêmes, fréquemment, jamais des patients aux aéroports, aux détaillants, parce que le financement de NIHB n'est pas encore arrivé. Donc, j'espère que vous allez voir des changements pour que ce soit pas seulement un accès de 9 heures à 5 heures, mais d'avoir un accès continu. Oui, accès d'urgence. Voilà. Très bien. Maintenant, nous avons parlé maintenant de ce qu'on appelle le patchwork, la courte pointe. C'est que c'est le développement de systèmes de santé, de budget, de régime de remboursement des médicaments pour les résidents provinciaux éligibles. Et chaque province est différente et chaque province prend des décisions. Nous n'avons pas accès égal dans chaque province. Pas tout est couvert de la même façon de chaque et nous n'avons pas un accès équitable non plus. C'est vraiment pas très bien compris parce que des fois vous avez un accès théorique, il y a des programmes que vous pouvez, mais ça exige des déductibles, de copayants. Les gens ne comprennent pas. Alors les gens pensent qu'on a tous ces programmes, mais n'y ont pas accès. Ça, c'est un problème. Dites-nous un petit peu concernant les politiques au niveau provinciaux aussi qui sont spécifiques aux populations autochtones. Est-ce que 3 et 4, voilà, ça c'est numéro 3 et 4. Numéro 3, quand on élabore un programme de santé autochtone pour les Premières nations non inscrites, les Métis et les autres peuples autochtones non couverts. C'est là on rentre dans les enjeux de statut et de terres réclamées parce que il y a cette compréhension essentielle qui sont les Métis, par exemple. Et c'est aussi u- une fausse idée, conception erronée. Par exemple, ma grand-mère est Première Nation, alors je suis métis. Ça, c'est pas correct, c'est pas juste. Il y a beaucoup de travail de défense qui se passe pour qui est non Première Nation non inscrit, qui peut s'auto-identifier. On voit beaucoup de beaucoup dans les nouvelles avec Buffy Sainte-Marie et, et c'est très émotionnel, c'est très contentieux. Et quand vous vous auto-identifiez, d'avoir accès, pas seulement au NIHB, mais aussi de s'auto-identifier et d'avoir des opportunités d'emploi, c'est là on aura plus de réglementation. Je dois le faire. Nous devons avoir qui peut être identifié, inscrit. Il y a beaucoup d'organisations qui existent qui ne reconnaissent pas, ne sont pas reconnus par communauté première élève. Donc, l'impact sur la santé, et c'est que les gens qui sont pas acceptés, et qui sont pas identifiés dans ces catégories, n'ont pas les mêmes avantages. Et là, je pense, c'est sous discussion. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe avec le quatrième point que vous avez là? Je dis ici que nous devons avoir un accès en tout temps. Encore une fois, que si vous êtes dans la communauté, c'est correct quand vous êtes dans la communauté, mais vous êtes en dehors de la communauté, ça devient de plus en plus complexe. On voit des gens qui sont sans transport, n'arrivent pas à aller à leur rendez-vous. Ils ont des crises de santé mentale, n'ont pas de nourriture
parce qu'ils ont payé pour le médicament, bah, parce que de leur poche. Alors des fois, c'est pour une personne qui vit dans la pauvreté, alors qu'ils sont attitrés aux prestations de NIHB. Alors, nous avons une présentation très longue sur tout ça. C'est très difficile de résumer le NIHB sans rentrer dans les inégalités parmi les premières nations, les peuples autochtones, les métiers. Mais essayons d'expliquer un peu pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler et pour aller en discussion. Et si nous avons à la prochaine diapo concernant la phase de mise en œuvre, ils font des décisions de politique, ils sont les maîtres qui vont mettre par exemple, la couverture, euh, les médecins, les pharmacies, les médicaments. Ça, c'est la mise en œuvre. Ils ont des agences de lutte contre le cancer, ils gèrent la collecte de données pour la province, ils gèrent une énorme monocratie, ils gèrent les essais cliniques, mettent en œuvre des mesures de santé publique dans le cadre du rôle des municipalités. Et numéro 7, non couvert par le programme de santé autochtone non couvert par le gouvernement fédéral. Il y a des programmes dont de ce que je dirais, dans les partenaires, dans la communauté, quand vous vivez en dehors de la réserve, par exemple à Ottawa, par exemple, il y a des programmes de santé dirigés par des organisations. Mais dans ces organismes à but non lucratif, pas tout est couvert. Les gens, ça suppose que ces organisations vont avoir ces services, mais c'est vrai, ils l'ont, mais ça ne répond pas complètement, répondre aux besoins de soins de santé, la pauvreté. Donc, c'est ces petites poches d'argent et on voit ça, mais surtout dans ces, des organisations à petit budget qui vraiment ne répondent pas aux besoins. À nos sommets, on va passer 3 jours pour parler des déterminants sociaux, de santé, de la pauvreté et leur impact. Et comme vous le savez, le deuxième jour, ça va être spécifique aux familles autochtones. On va parler de ces problèmes et leurs implications sur la santé. Merci d'y avoir touché un mot. La prochaine diapo. C'est le suivi, l'évaluation. Nous avons le contrôle budgétaire, chaque ministre et le Conseil du Trésor, les programmes de contrôle de la qualité, des conseils, des comités consultatifs en matière de santé qui va évaluer ce que les provinces font. Prochain diapo. Théoriquement, le gouvernement fédéral aussi supervise l'assurance privée. Je le mentionne juste pour une raison, c'est que les gens pensent que quand eux, ils sont l'employeur, le syndicat, en ça, qu'ils ont une assurance privée. L'idée, c'est que qui paye va avoir plus que ce que le plan public. Et ça a été vrai pendant très longtemps. Mais maintenant, ce que nous voyons, c'est que un changement où les assureurs privés sont en train de dire on va couvrir ce que l'assurance publique couvre ou bien on va voir ce que l'assureur public va couvrir et on va prendre. C'est un changement et certainement, à notre avis, n'est pas dans la bonne direction. Ici, ici, encore une fois, au début, vous avez vu le flux, et ça, c'est une autre façon pour montrer la complexité et les complications que nous avons d'avoir un médicament, un nouveau médicament depuis la découverte jusqu'à ce qu'il soit dans les essais cliniques
les ex les essais cliniques, ils doivent parler, à la vérification de la patente au niveau fédéral. Les provinces vont travailler à travers l'évaluation des organisations d'évaluation technologique pour faire des recommandations concernant le remboursement pour les provinces et après ça va aller à l'Alliance pan-canadienne de pharmacies qui vont négocier les prix et après et ça, c'est très important. Chaque province a toujours une décision finale dans tout ce que ces agences ont dit. Chaque province continue d'avoir une décision finale concernant qu'est-ce qui va être dans la liste et où c'est qui va pas être dans la liste pour le plan de remboursement. Ça, c'est très important. Et ces décisions eh bien, peuvent décider qu'ils peuvent mettre des critères pour le remboursement. Ils peuvent décider que, que ce que les prix va être, c'est eux qui ont les provinces ont la décision finale. Exception seulement. Est-ce que vous avez des exceptions dans votre région, n'est-ce pas? Vous pouvez les décrire pour nous, s'il vous plaît? Et comme j'ai dit plus tôt, les médicaments sont ajoutés, enlevés de façon continue. Et c'est vraiment l'accès au NIHB doit être mis à jour constamment, recherché. Et le NIHB est super pour les médicaments à l'étalage. Mais s'il y a des problèmes complexes, médicaux complexes, c'est là où on voit vraiment l'inégalité, les inéquités. Ouais. Désolé, on n'entend pas. Vous avez mentionné les déterminants sociaux de la santé, mais ça, c'est une façon comment on peut mettre en grave qu'est-ce qui se passe dans les déterminants de la société. Si regardez l'orange, par exemple, ça, son personnel, des facteurs individuels, et quand vous sortez du sang, il y a d'autres, le social, l'éducation, le travail, le chômage, l'eau, la sanitation, et c'est des enjeux après. Tous ces déterminants créer les déterminants cessiers de ce qui est, par exemple, le manque d'accès. On peut pas, on fait toute une étude. Mais ce qui est intéressant ici, si vous avez ce graphe, qu'est-ce qui rend les gens malades? 50% dans ce sondage, 50% ce qui a fait que les 60 tombés malades a directement à voir avec les terminaux sociaux de la santé. Vous le savez, parce que les statuts autochtones est là au plus haut et avec les autres inéquités. Après, il y aura votre accès aux soins de santé, encore une fois, très complexe dans des régions autochtones. Et c'est très complexe aussi pour les personnes qui ne sont pas autochtones. Après, vous arrivez génétique, après, vous allez l'environnement, la qualité de l'air. C'est très intéressant comme analyse de ce qui rend les gens malades. Mais pour le plus gros, c'est les déterminants sociaux de la santé. L'autre problème que les gens commencent à comprendre mieux, et certainement, ça s'applique pas seulement pour les populations autochtones, mais on entend aussi, c'est l'impact du traumatisme. Reconnaissance de l'impact des traumatismes sur la population et les individus en particulier, ceux qui n'ont pas accès aux déterminants sociaux de la santé, et aussi fournir des services qui répondent aux besoins spécifiques de ces populations d'une manière sûre et culturellement appropriée. C'est les principes qui ont les principes clés pour l'approche basée sur le traumatisme. Alors, la dernière, je veux pas prendre beaucoup de temps parce que je veux parler de quelle est la place du sommet, l'importance du sommet, parce que on a avancé à travers les années.
Vous pouvez à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Les quelques années du sommet, on a parler des politiques comme ils nous ont affectés dernière et les dernières années, on a parlé, mais que pensons c'est quoi un bon système de soins de santé? C'est-à-dire un système de soins de santé avec de la valeur pour les et l'impact déterminant si nous avons été et nous continuons à approfondir les travaux sur l'équité en matière de santé, déterminants structurels de santé, la santé des populations autochtones et dans des contextes de population autochtone. Alors, merci infiniment de m'avoir aidé au G et je suis sûre que vous allez nous aider dans le sommet. Est-ce qu'il y a des questions que les gens veulent poser dans les dernières minutes, juste pour vous rappeler que si vous avez une question, s'il vous plaît, soit dans la boîte au clavage. J'ai une question. Est-ce que vous avez des suggestions pour des, des groupes de soins pour les patients et leur rôle? C'est complexe et fragmenté qui vont de la développement. Est-ce qu'il y a le rôle que les groupes de patients peuvent jouer pour essayer de répondre à la fragmentation de juridiction des opportunités de travailler ensemble? Caroline, vous voulez, de, de mon point de vue, quand je dis les Premières Nations Inuit et Métis, la première étape, c'est de comprendre la différence entre Premières Nations Inuit et Métis. Pas le temps, le terme, pas, quand les gens entendent les indigènes, ils commencent les Premières Nations. Alors après, on va dans la conversation statut, pas de statut. Vous commencez là, vous commencez avec ça. C'est comme ça que vous commencez. Parce que si vous essayez d'établir une relation avec des populations sous-servies, si vous n'avez pas des bases, vous n'avez pas à établir la confiance. Ça, la première étape comme groupe qui n'ont pas travaillé dans ce domaine, mais qui veulent dans ce domaine, s'il vous plaît, aidez les leaders qui travaillent, les leaders autochtones pour faire le travail. Nous avons du devoir à faire. C'est ça ce que vous nous dites, n'est-ce pas? Ah non, j'ai eu toute une liste, j'ai pas fini. Vous aurez une chance au sommet pour nous dire. Et je dirais aussi, certainement, dans un contexte non autochtone, un travail non, le processus sont tellement complexes et ils changent tout le temps. Et c'est vraiment difficile, à mon avis, pour les personnes, les groupes, de faire de prestations de services une prestation de service de groupe pour garder la vitesse de ces changements. Mais je pense que il y a des groupes qui peuvent vraiment les aider à ébaucher le type de travail quand, que nous devons faire pour changer notre soin de santé, le système de soins de santé et la pandémie nous a montré vraiment, je crois en la collaboration et de travailler ensemble et s'éduquer les uns les autres et que pour nous tous prennent et de prendre un rôle de leadership dans le service. Je ne sais pas si ça, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai une question de suivi. Est-ce qu'il y a des coalitions ou des opportunités établies, des plateformes que vous pouvez recommander aux gens pour qu'ils travaillent en collaboration avec les différents groupes pour les aider?
à s'engager dans ce paysage très complexe, quelque chose que vous voulez soulever, par exemple, pour que les gens en fassent partie, pour qu'ils soient plus engagés dans peut-être ces approches de collaboration pour répondre à ces complexités de réalisme. Caroline, vous avez une suggestion? Et, et- et il y a beaucoup de formations qui prennent place là où vous êtes au Canada. Vous devez, vous pouvez avoir un type à l'échelle nationale de savoir, mais il est très important de comprendre où est-ce que vous êtes pour comprendre l'histoire des personnes où vous êtes, au lieu d'avoir ce savoir pan-autochtone. Donc, beaucoup d'organisations autochtones à travers le pays. Euh, Voyez, allez sur les sites web. Voyez qui il recommande pour une formation culturellement. Vous pouvez avoir, est-ce que vous pouvez avoir une perspective nationale, provinciale, c'est beaucoup mais il est très important de comprendre les différences. C'est comme ça que vous allez former des relations. Je suis d'accord avec vous, il faut décider où est-ce que vous voulez, si vous voulez faire quelque chose à l'échelle nationale. Nous avons certainement, à travers le continuum, nous avons beaucoup d'organisations. Par exemple, CAMH, il fait beaucoup de travail pour des organisations qui font un travail extraordinaire. Je vais, j'aime penser que nous sommes en train de faire de l'éducation dans le domaine du cancer. Et qu'est-ce qui est spécifique? Et finalement, à votre point, est-ce que je veux comprendre la scène nationale, la scène provinciale, ou est-ce que je... Et s'il vous plaît, faites vos recherches de sources légitimes. C'est une très belle façon de finir. Voilà. Merci, Caroline, Louise. Je veux rappeler aux gens que l'inscription est ouverte. Le sommet commence la semaine prochaine. C'est aller à patientredefininghealthcare.ca pour vous inscrire. Surtout, on va parler déterminants sociaux de la santé, comment est-ce que ils ont l'impact et avec tout le deuxième jour, on va aller dans la santé, les enjeux de santé. Caroline et d'autres personnes de son équipe vont partager des informations incroyables concernant les soins de cancer et aussi et aussi beaucoup d'informations fantastiques qui va se passer le deuxième jour, le 15 novembre. Les troisième jour, ce sera les solutions, quels changements pour faire avoir surtout moins de fragmentation dans les systèmes. Et les derniers jours pour les patients et les groupes de patients, le dernier jour, c'est ouvert et c'est là où on prend les thèmes qui sortent des 3 premiers jours pour parler, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un plan d'action? Si vous ne vous êtes pas inscrit encore, s'il vous plaît, inscrivez-vous et nous espérons vous voir là-bas. Merci encore une fois, Caroline et Louise. Allez, je vous vois tous lundi prochain. Merci. Passez une belle journée. Passez une excellente journée. Merci, Léa, d'avoir facilité ceci. Merci, c'est un honneur et un plaisir. Au revoir tout le monde. Merci. Merci encore.